Je portais de vieux gants de cuir fendus au bout des doigts, ceux que Marc appelait mes gants de paysanne, avec ce sourire mince qui n'appartenait qu'à lui. Il n'aimait ni leur odeur de terre mouillée, ni la lenteur avec laquelle je m'occupais des rosiers anciens, ni cette patience presque religieuse que j'avais pour les choses qui poussent sans bruit. Il disait que je traitais mes fleurs comme d'autres élèves des enfants. Je crois qu'il me le reprochait surtout parce qu'aucune d'elles ne lui obéissait. Ce matin-là, l'air était encore froid sur le domaine. Une brume légère glissait au ras des allées de gravier, caressait les buis taillés, s'accrochait aux statues moussues et aux façades pâles de cette vieille demeure que ma famille possédait avant même que Marc ne sache nouer correctement une cravate. À l'arrière de la maison, près du mur chauffé par le soleil de l'après-midi, mes rosiers attendaient. Des variétés anciennes, capricieuses, superbes, dont les noms sonnaient comme des femmes oubliées. Madame Isaac Pereire, souvenir de la Malmaison, comtesse de Ségur. Elles avaient la fragilité orgueilleuse des choses qui refusent la vulgarité. J'étais agenouillée devant un massif, les poignets tachés de terre noire, occupée à dégager délicatement les racines d'un pied trop serré, quand j'entendis la porte-fenêtre s'ouvrir derrière moi. Je n'eus pas besoin de me retourner tout de suite pour savoir que c'était lui. Marc avait une manière très particulière d'entrer dans un lieu qui ne lui appartenait pas vraiment, avec l'assurance impeccable de ceux qui confondent élégance et droit de propriété. Quand je relevai enfin la tête, il se tenait sur la terrasse dans un costume bleu nuit parfaitement coupé, une main glissée dans la poche, l'autre tenant son téléphone comme un prolongement naturel de lui-même. Ses chaussures brillaient d'un éclat presque offensant au milieu de la pierre humide. Je regardais un instant ce contraste entre son cuir lustré et la boue sur mes bottes. C'était peut-être cela, notre mariage, au fond. Deux matières qui avaient cessé depuis longtemps de pouvoir se comprendre. Il pinça légèrement le nez. « Cette odeur, tu fais encore mettre ton compost partout ?» Je retirai un brin d'herbe collé à mon poignet. Les roses n'aiment pas les parfums de synthèse. Il eut un petit rire sec. Pas un rire de joie, un rire de classement. Évidemment. Il descendit les 2 marches qui séparaient la terrasse de l'allée, sans toutefois s'approcher assez pour risquer une éclaboussure. Même dans le jardin, Marc savait préserver son image. Il jeta un regard autour de lui comme s'il inspectait un décor coûteux, un peu trop vivant à son goût. Je pars déjeuner à la Défense. Très gros dossier, sans doute le plus important de l'année. Je hochai la tête, gardant les yeux sur mon rosier. En 25 ans de mariage, j'avais appris qu'avec certains hommes, le silence d'une femme leur paraît toujours inférieur à leur propre voix. Ils le prennent pour de l'ignorance, quand il n'est parfois qu'une forme avancée de lucidité. Il attendit. Comme je ne demandais rien, il ajouta, avec cette bienveillance insultante dont il avait le secret, « Tu ne comprendrais pas vraiment. C'est une levée de fonds, une restructuration patrimoniale, des chiffres à 7 zéros, enfin, tout ce qui est un peu loin de la boue et des sécateurs. » Je me redressai lentement, une main au bas du dos. À mon âge, les gestes ont leur dignité propre. Je retirai mes gants, un doigt après l'autre, et le regardai enfin. Son visage était beau encore, d'une beauté entretenue, exacte, polie comme l'argenterie qu'on sort devant les invités. Il avait ce charme urbain qui rassure les banquiers, impressionne les serveurs et trompe les femmes pressées. Mais depuis quelque temps, quelque chose s'était durci autour de sa bouche, une impatience. Une forme de mépris qui ne prenait même plus la peine de se déguiser. « C'est vrai, Marc, dis-je doucement, moi je ne connais que la terre. » Il sourit, croyant entendre une reddition. Il ne savait pas encore qu'on peut apprendre toute une vie en regardant ce qui pourrit, ce qui survit, ce qui rampe, ce qui fleurit malgré l'ombre. Il ne savait pas qu'une femme qui passe des années les mains dans la terre finit toujours par reconnaître ce qui est vivant et ce qui ne l'est déjà plus. 2 jours plus tard, je conduisais ma vieille Volvo jusqu'au centre commercial de Saint-Cloud. Rien d'extraordinaire. Juste quelques courses, un sac de terreau que je préférais choisir moi-même et ces petits biscuits secs que Vincent aimait tremper dans son café tiède pendant ses rondes de nuit. Le parking souterrain avait cette odeur familière de béton humide et d'essence froide.
La lumière y était toujours un peu blafarde, comme si le soleil hésitait à descendre jusque-là. J'aimais cet endroit d'une certaine manière. On y voyait les gens sans leur façade, pressés, distraits, parfois fatigués. Les voitures n'y brillaient plus autant qu'à la surface. Je venais de couper le moteur quand quelqu'un frappa doucement à la vitre côté passager. Je tournai la tête. C'était Vincent. Vincent avait l'âge des hommes qui n'attendent plus rien de spectaculaire de la vie. Peut-être 75 ans, peut-être plus. Une moustache grise un peu tombante, des yeux étonnamment clairs et cette façon tranquille de se tenir droit dans son uniforme d'agent de sécurité qui semblait trop neuf pour lui. Il me salua d'un petit geste. Je baissai la vitre. « Bonjour Vincent, vous travaillez déjà ?» Il esquissa un sourire. Toujours un de l'habitude, vous savez. Je lui tendis le petit sachet que j'avais posé sur le siège. Tisane de verveine, celle du jardin. Il prit le paquet avec une gratitude presque timide. « Vous êtes trop gentille, Madame Isabelle. » Pendant quelques secondes, il resta silencieux. Son regard se posa sur les voitures autour de nous, puis revint vers moi avec une hésitation étrange. Quelque chose n'allait pas. Je le compris immédiatement. Les gens qui ont longtemps observé les plantes apprennent à lire les signes invisibles. Une feuille trop sombre, une racine qui respire mal, un silence inhabituel dans l'air. Chez Vincent, c'était la même chose. Une sorte de prudence lourde, comme s'il pesait chaque mot avant de le laisser sortir. « Madame, dit-il finalement. » Je refermai la portière et me tournai vers lui. « Oui. » Il inspira lentement. « C'est votre mari, n'est-ce pas ?» Je sentis quelque chose de très léger passer dans ma poitrine. Pas une peur. Pas encore. Plutôt la sensation précise d'un orage qui commence très loin. « Marc ?» Vincent hocha la tête. Il sortit alors son téléphone de la poche intérieure de sa veste. Je ne savais pas si je devais vous montrer ça, mais enfin, vous m'apportez toujours du thé. La phrase me fit presque sourire. Dans certains milieux, on parle de loyauté, d'honneur, de réseau d'influence. Dans la vraie vie, parfois, la vérité circule simplement parce qu'on a offert quelques feuilles de verveine à un homme fatigué. Il toucha l'écran. « Regardez. » Je pris le téléphone. La vidéo était courte, tremblée, filmée visiblement depuis l'autre extrémité du parking, derrière une rangée de piliers. On voyait d'abord une silhouette que je reconnus immédiatement. Marc. Même dans l'image floue d'un téléphone, son allure était reconnaissable. Le manteau élégant, la posture droite, la façon d'ajuster sa manche comme s'il sortait d'un magazine. En face de lui se tenait une femme. Je ne la connaissais pas encore, mais je compris tout de suite que j'allais bientôt apprendre son nom. Elle était jeune, très belle, de cette beauté précise et calculée qui ressemble parfois à un costume. Des cheveux noirs brillants, un sourire étroit et ce regard attentif que certaines femmes savent poser sur les hommes riches. Ils s'embrassèrent. Pas un baiser volé, un baiser tranquille, installé. Puis la femme parla. La caméra était assez proche pour que les mots soient clairs. Quand il aura signé pour le domaine, ce sera facile. On vendra une partie du terrain, on récupère la liquidité et il mettra tout dans le fond. Marc rit doucement. Elle ne comprendra jamais rien. Toute sa vie, elle n'a connu que ses roses. La femme posa une main sur sa poitrine. Tant mieux, elle ajouta, presque amusée. Les femmes comme elle sont parfaites pour les héritages. La vidéo s'arrêta là. Je rendis le téléphone à Vincent. Pendant un moment, nous restâmes tous les deux silencieux dans la lumière froide du parking. Je regardais mes mains. La terre s'était incrustée dans les plis de ma peau. Sous mes ongles, un peu de noir demeurait malgré le savon. Vincent sembla inquiet. « Madame Isabelle, je suis désolé. » Je relevai les yeux. Étrangement, je ne ressentais ni colère ni larmes, seulement une clarté très calme, comme lorsque la brume se dissipe au-dessus d'un jardin au petit matin. « Comment s'appelle cette femme ?» demandai-je. Vincent réfléchit. J'ai entendu « Camille, je crois ». Je hochai la tête, puis je souris doucement. « Merci, Vincent. » Il me regarda avec surprise, parce qu'à cet instant précis, quelque chose venait de pousser très profondément en moi. Et comme toutes les choses qui poussent sous la terre, personne ne pouvait encore le voir. Je rentrai au domaine en fin d'après-midi, à l'heure où la lumière devient plus douce sur les pierres anciennes. Le portail grinça légèrement comme toujours, un son familier que Marc avait plusieurs fois proposé de faire réparer.
Il disait que cela donnait une impression négligée aux visiteurs. Moi, j'aimais ce bruit. Les maisons ont besoin de respirer un peu. Dans la cuisine, l'odeur du potage commençait déjà à monter. Carottes, poireaux, un peu de céleri, rien de spectaculaire. Juste ce que j'avais préparé presque chaque soir depuis 25 ans. Marc arriva peu après moi. Je l'entendis poser ses clés dans le vide-poche du hall avec ce petit tintement métallique qui annonçait toujours son retour avant même que je voie son visage. Il entra dans la cuisine, défaisant déjà le nœud impeccable de sa cravate. « Longue journée », dit-il en ouvrant le réfrigérateur. Je remuais lentement la soupe. « J'imagine. » Il prit une bouteille d'eau pétillante, but quelques gorgées, puis jeta un regard distrait vers la fenêtre donnant sur le jardin. Les rosiers étaient encore baignés de lumière. Une couleur presque irréelle. « Tu as passé la journée dehors ?» Comme souvent, il hocha la tête, comme si cela confirmait une théorie personnelle sur la simplicité de mon univers. Il ne posa aucune autre question. Pendant qu'il montait se changer, je sortis mon téléphone et composai un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. 3 sonneries, puis une voix. « Allô? Hélène ?» Un silence étonné. « Isabelle ?» Je m'assis à la table de la cuisine. « Oui. Hélène et moi nous connaissions depuis plus de 15 ans. Nos enfants avaient été dans la même école. À l'époque, on la prenait pour une femme discrète, un peu effacée, une de ces mères qui apportent des gâteaux faits maison aux réunions de parents d'élèves. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que Hélène avait passé 20 ans à analyser des flux financiers pour une grande société de conseil. Elle avait été licenciée à 54 ans. Réorganisation interne, avait-il dit. Mais Hélène m'avait confié un soir, devant une tarte aux pommes encore chaude, ce que cela signifiait vraiment, et on préférait désormais les analystes de 30 ans qui parlaient de données, comme d'une mode. Depuis, elle travaillait seule, à distance, par contrat discret. Elle avait transformé son salon en centre de commandement silencieux. 3 écrans, des logiciels qu'aucun banquier classique ne savait utiliser, et cette patience méthodique que possèdent les gens qu'on a sous-estimés trop longtemps. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Je regardais la surface tranquille de la soupe. « Disons que j'aurais besoin de ton regard sur certaines choses. » Elle comprit immédiatement. « Des choses financières ? » « Oui. » Un léger soupir amusé passa dans sa voix. « Ton mari ? » Je souris malgré moi. « Évidemment. » Hélène ne posa aucune autre question inutile. « Envoie-moi ce que tu as. » Je montais dans le bureau de Marc plus tard dans la soirée, pendant qu'il regardait les informations au salon. Son ordinateur portable était ouvert sur le bureau. Il avait toujours eu cette confiance un peu arrogante des hommes persuadés que personne autour d'eux ne comprend vraiment leurs affaires. Je photographiais plusieurs relevés, quelques virements, des transferts vers des comptes que je ne connaissais pas. Puis je redescendis. Marc leva les yeux de la télévision. « Tu travailles maintenant ?» Je haussai les épaules. « Je m'ennuie parfois entre 2 rosiers. » Il sourit avec indulgence. « Tant que ça t'amuse. » Plus tard dans la nuit, mon téléphone vibra doucement sur la table de chevet. Un message de Hélène. Une seule phrase. Je l'ouvris. « Isabelle, ton mari finance quelqu'un depuis des mois. » Un second message apparut. « Et si je ne me trompe pas, cette personne s'appelle Camille. » Je regardais la pénombre de la chambre. Marc dormait déjà profondément, tourné vers la fenêtre. Je pensais à la femme du parking, à son sourire tranquille, puis un 3e message arriva. « Si tu veux, je peux suivre chaque euro. » Je tapais lentement ma réponse. « Fais-le. » Et dans le silence de la nuit, pendant que mon mari respirait paisiblement à côté de moi, une alliance invisible venait de se former. 2 femmes que personne ne prenait vraiment au sérieux, et un homme qui croyait encore être le chasseur. Les jours suivants furent étrangement calmes, un calme presque parfait. Dans la maison, rien ne semblait avoir changé. Marc continuait à partir tôt le matin, son costume impeccable glissant dans les couloirs comme une promesse de réussite. Le soir, il rentrait avec cette fatigue étudiée des hommes qui veulent donner l'impression de porter des mondes entiers sur leurs épaules. Je continuais à jardiner. À première vue, notre vie ressemblait toujours à une photographie bourgeoise bien cadrée. Une grande maison en pierre claire, des rosiers anciens, un mari élégant, une épouse discrète.
Mais sous cette surface, quelque chose avait commencé à bouger. Hélène m'appelait chaque soir. Elle parlait doucement, avec cette précision froide qui appartenait aux gens habitués aux chiffres. « Il y a des virements réguliers, dit-elle un soir. » Je taillaillais un rosier grimpant pendant que je l'écoutais. Les pétales tombaient lentement sur le gravier. « Combien ?» « Plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois plus. » Je coupais une branche malade. « Depuis combien de temps ?» Un silence bref. « Presque un an. » Je ne répondis pas tout de suite. « Un an. Un an pendant lequel Marc avait partagé notre table, nos anniversaires, les visites des enfants, tout en envoyant de l'argent à cette femme. La branche que je tenais dans la main se brisa net. « Et cet argent ?» demandai-je. Hélène hésita. « Il ne vient pas des comptes du domaine. » Je m'arrêtai. Alors, sa voix devint presque amusée. « Isabelle, ton mari a un fond noir. » Je souris malgré moi. Cela ne me surprenait pas vraiment. Les hommes comme Marc ont toujours des tiroirs cachés. Pas par nécessité, par habitude. Plusieurs comptes offshore, poursuivit Hélène. Des structures intermédiaires. Rien d'illégal à première vue, mais rien de très élégant non plus. Je regardais la terre sombre autour des racines du rosier. Et Camille? Hélène tapa quelques touches sur son clavier. Je pouvais presque l'imaginer dans son salon éclairé par les écrans. J'ai creusé un peu, un léger silence. « Et ?» Sa réponse arriva avec une lenteur calculée. « Elle n'est pas seulement la maîtresse de ton mari. » Le vent fit bouger les branches au-dessus de moi. Camille a plusieurs identités. Je restai immobile. Hélène continua. Espagne, Belgique, Italie, toujours le même scénario. Je sentis quelque chose de très calme se déposer en moi. Quel scénario? Des hommes riches, plutôt narcissiques, faciles à flatter. Je murmurai « Marc ». Exactement. Puis Hélène ajouta une phrase qui fit naître en moi une clarté presque ironique. Et la plupart ont fini ruinés. Je regardais mes mains. Sous mes ongles, la terre noire était encore là. Escroquerie sentimentale, dit-elle. Ce qu'on appelle parfois du roman scam, mais version très haut de gamme. Je me mis à rire doucement. Pas un rire cruel, un rire de compréhension. « Isabelle ?» demanda Hélène. « Oui. Tu devrais peut-être prévenir la police. » Je levai les yeux vers la maison. À travers les grandes fenêtres du salon, je voyais Marc marcher en parlant au téléphone, son reflet se superposant aux lumières du jardin. Il riait, probablement avec elle. Je répondis calmement « Non ». Hélène se tut. « Pas encore ». Le vent souleva légèrement mes cheveux. Je regardais les rosiers. Quand une plante est attaquée par un parasite, il ne faut pas toujours intervenir immédiatement. Parfois, il faut observer, comprendre comment la maladie circule, et surtout, jusqu'où elle peut aller. « Laisse-la continuer », dis-je doucement. « Continuer quoi ?» Je pensais au conte secret de Marc, à ses illusions de puissance, à cette femme qui croyait manipuler un homme riche. « Laisse-la prendre son argent. » Hélène comprit immédiatement. Je l'entendis sourire à l'autre bout du fil. « Isabelle. »« Oui, ton mari va devenir la plus belle proie qu'elle ait jamais eue. » Je regardais la maison encore une fois. Marc venait de raccrocher. Il leva les yeux vers le jardin et me fit un petit geste distrait, comme on salue un domestique fidèle. Je lui rendis son sourire. Et pour la première fois depuis longtemps, je compris quelque chose de très simple. Marc croyait être le chasseur. Mais dans certaines forêts, les chasseurs sont les derniers à comprendre qu'ils sont déjà pris dans les pièges. Les semaines suivantes furent presque agréables. Marc était heureux. C'était visible dans sa manière de marcher, dans la légèreté nouvelle de sa voix, dans cette énergie nerveuse qui le faisait parler de projets, de chiffres, d'investissements, comme un jeune homme qui aurait soudain retrouvé 20 ans. Je l'observais souvent en silence. L'illusion est une chose fragile, mais chez certains hommes, elle agit comme une drogue. Camille devait lui promettre des horizons pleins de chiffres et d'admiration. Je l'imaginais très bien, le regard attentif, les compliments précis, cette manière de faire croire à un homme qu'il est l'architecte d'un empire. Pendant ce temps, Hélène continuait son travail. Chaque soir, elle m'envoyait des captures d'écran, des graphiques, des flux d'argent qui se déplaçaient comme des insectes lumineux sur ses logiciels. « Encore un virement aujourd'hui », m'écrivit-elle un mardi. Je regardais l'écran en sirotant une tisane. « Combien » ? 40 000. Je haussais légèrement les épaules.
Marc avait toujours aimé jouer au financier audacieux, mais il jouait avec son argent caché, pas avec celui du domaine. Et cela changeait beaucoup de choses, car le domaine, lui, était à moi. Un matin, je trouvais Marc dans la salle à manger, entouré de dossiers. Il avait l'air pressé, presque impatient. « Isabelle, j'aurais besoin de ta signature sur un document. » Je posai mon panier de légumes sur la table. « Quel document ?» Il fit un geste vague. « Rien de compliqué. Une formalité d'assurance pour le domaine. » Je pris le dossier. Les hommes comme Marc ont un défaut. Ils pensent que les femmes ne lisent jamais vraiment les papiers. Surtout celles qui passent leur journée dans un jardin. Mais je lus. Chaque ligne, chaque mot. Puis je levai les yeux. « Une mise à jour patrimoniale ?» Il haussa les épaules. Le notaire a conseillé de clarifier certaines choses pour les enfants. Cette phrase me fit presque sourire, car quelques jours plus tôt, j'avais déjà rencontré ce notaire. Maître Durand, un homme discret, précis, qui connaissait très bien l'histoire des familles et encore mieux leurs imprudences. Dans son étude silencieuse, il avait posé devant moi un dossier presque identique. « Madame Isabelle, avait-il dit calmement, vous pouvez protéger le domaine très simplement. » Il avait alors expliqué ce mécanisme ancien du droit français. La nue propriété. Un mot austère, presque technique, mais terriblement efficace. Les enfants deviendraient propriétaires du domaine. Moi, je garderais l'usufruit. Et Marc ne posséderait plus rien, rien qu'il puisse réclamer, rien qu'il puisse vendre, rien qu'il puisse emporter avec lui. Je reposai le dossier sur la table. Marc pianotait déjà sur son téléphone, probablement un message de Camille. « Tu peux signer ici » dit-il en poussant un stylo vers moi. Je pris le stylo. Ma signature glissa sur la page avec une lenteur tranquille. Puis je poussai le document vers lui. « À toi !» Il signa sans lire. Une seule seconde, peut-être deux. Le bruit du stylo sur le papier fut presque imperceptible. Mais à cet instant précis, quelque chose changea profondément dans l'équilibre de notre mariage, car Marc venait de perdre, sans le savoir, tout ce qu'il croyait posséder. Il releva la tête. « Merci. » Je rangeai les documents. « C'est pour les enfants, dit-il avec une satisfaction morale qui me parut presque touchante. Je répondis doucement « Oui, pour les enfants. » Plus tard, en retournant au jardin, je sentis la terre humide sous mes bottes. Je coupai une rose trop lourde. Le pétale tomba dans ma paume. Dans certaines histoires, les batailles font du bruit. Dans d'autres, une simple signature suffit. L'automne arriva presque sans prévenir. Les feuilles des platanes qui bordaient l'allée commencèrent à jaunir, et les roses les plus tardives du jardin avaient cette beauté fragile des choses qui savent déjà qu'elles disparaîtront bientôt. 25 ans, je pensais souvent à ce chiffre ces jours-là. 25 ans de mariage, une durée que les gens célèbrent habituellement avec des dîners, des fleurs, parfois des voyages. Nous avions fait cela aussi autrefois, les premières années surtout, quand Marc regardait encore le domaine comme une promesse et non comme un capital immobilisé. Le matin de notre anniversaire, je me levais très tôt. Le jardin était encore couvert de rosée. Je marchais lentement entre les massifs, observant les dernières fleurs ouvertes. Certaines roses tardives ont un parfum plus profond, presque mélancolique, comme si elles savaient que leur saison se termine. Je coupais 3 tiges et les déposais dans un vase simple sur la table de la cuisine. Marc descendit 1 heure plus tard. Il portait déjà son costume. Gris clair, très élégant. Trop élégant pour une simple journée de travail. Je compris immédiatement. Il ne remarqua même pas les roses. Il se servit un café, consulta son téléphone, puis leva les yeux vers moi avec une expression étrangement calme. « Isabelle, je dois te parler. » Je m'assis en face de lui. « Je t'écoute. » Il posa sa tasse. Les hommes qui annoncent une rupture ont souvent la même posture. Un mélange de justification morale et de soulagement impatient. Je crois que nous savons tous les deux que notre mariage ne fonctionne plus vraiment. Je gardais les mains posées sur la table. Peut-être. Il sembla encouragé par mon absence de résistance. J'ai rencontré quelqu'un. Je fis un léger signe de tête. Camille. Il parut surpris. Tu le savais? Je souris légèrement. Marc, les jardins apprennent à observer. Il fronça les sourcils mais continua. Je veux être honnête. Je souhaite divorcer. Le mot tomba dans la cuisine avec une douceur presque administrative. Divorcer.
comme s'il s'agissait d'une simple réorganisation de comptes. J'ai déjà consulté un avocat, ajouta-t-il. Bien sûr. Marc faisait toujours les choses avec méthode. Il se redressa légèrement dans sa chaise, comme s'il s'apprêtait à annoncer une victoire. Selon lui, la situation est assez simple. Le domaine est un bien conjugal dans les faits. Je ne dis rien. Il poursuivit, de plus en plus sûr de lui. Je demanderai la moitié de sa valeur lors du partage. Cela me permettra de lancer un nouveau projet d'investissement avec Camille. Le silence dura quelques secondes. Je regardais les roses sur la table. Leur parfum remplissait doucement la pièce. Marc interpréta mon calme comme de la résignation. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, » dit-il avec une compassion qui sonnait presque comme une récompense. Je relevai les yeux vers lui. « Quand souhaites-tu officialiser cela ?» Il cligna des yeux. « Vendredi. » Je hochai la tête. « Où ?»« Chez le notaire. Maître Durand. » Je faillis sourire. Marc continua. « Ce sera plus simple pour régler la question du domaine. » Je pris une gorgée de café, puis je répondis tranquillement. « Très bien. » Il sembla légèrement déconcerté. « Très bien. Oui, je posai la tasse. Rendez-vous vendredi. » Marc me regarda quelques secondes, comme s'il essayait de comprendre ce calme qu'il n'avait pas prévu. Puis il se leva. « Je dois partir. Camille m'attend pour déjeuner. » Je hochai la tête. « Bonne journée. » Il quitta la cuisine sans un regard pour les roses. La porte d'entrée se referma. Le silence revint dans la maison. Je restai assise un moment. Puis, je pris mon téléphone. Un message d'Hélène était arrivé quelques minutes plus tôt. Je l'ouvris. « Isabelle, Camille vide ses comptes à lui. Très vite. » Je regardai les roses. « Laisse-la faire, répondis-je. Puis j'ajoutai. « Vendredi approche. » Vendredi matin, le ciel au-dessus de Saint-Cloud avait cette couleur pâle des journées d'hiver où la lumière semble hésiter à apparaître. Les pierres de l'étude notariale de Maître Durand étaient encore froides lorsque j'y arrivais. Je portais une robe simple, gris clair, la même que j'avais mise pour le baptême de notre petite fille 2 ans plus tôt. Rien de spectaculaire. Mes mains, elles, portaient encore de fines traces de terre malgré le savon. Marc arriva quelques minutes plus tard. Je l'entendis avant de le voir. Le claquement net de ses chaussures sur le trottoir, cette assurance sonore qu'ont certains hommes lorsqu'ils pensent marcher vers une victoire. Quand la porte s'ouvrit, il entra avec Camille. Elle était encore plus élégante que dans la vidéo du parking. Tailleur noir parfaitement ajusté, cheveux sombres brillants, parfum discret mais précis. Elle marchait légèrement derrière Marc, comme une alliée déjà certaine de sa place. Le contraste me frappa immédiatement. Moi, avec mes mains marquées par le jardin. Eux, comme sortis d'une vitrine de l'avenue Montaigne. Marc me salua d'un signe de tête poli. « Isabelle !» Camille esquissa un sourire étudié. « Enchantée !» Je répondis simplement. « Bonjour !» Nous entrâmes dans le bureau de Maître Durand. La pièce était calme, presque austère. Des murs couverts de dossiers reliés, une grande table de bois sombre, la lumière froide d'une matinée d'hiver filtrant par les hautes fenêtres. Le notaire nous accueillit avec son professionnalisme habituel. « Madame, monsieur », il nous invita à nous asseoir. Marc prit immédiatement la parole, avec l'enthousiasme discret de quelqu'un qui croit maîtriser la situation. « Nous souhaitons officialiser notre séparation et organiser la répartition des biens. » Maître Durand hocha la tête. « Bien entendu. » Les documents furent posés sur la table. Marc signa les premières pages avec la rapidité d'un homme habitué au contrat. Camille observait chaque geste avec une attention presque tendre. Je restais silencieuse. Quand vint mon tour, je signai aussi. Le bruit du stylo sur le papier résonna brièvement dans la pièce. Tout semblait parfaitement ordonné. Marc se redressa dans sa chaise, visiblement satisfait. « Je pense que tout est clair, » dit-il. Camille posa une main légère sur son bras. À cet instant précis, je sortis lentement mon iPad de mon sac. Personne ne remarqua immédiatement le geste. Je le posai sur la table, entre nous. Marc fronça légèrement les sourcils. « Isabelle ?» Je touchai l'écran. La vidéo démarra, la même que Vincent m'avait montrée dans le parking. Marc et Camille. Le baiser. Puis, la voix de Camille, nette, précise. « Quand il aura signé pour le domaine, ce sera facile. On vendra une partie du terrain. » Le silence dans le bureau devint soudain très dense. Marc devint pâle. Il tourna lentement la tête vers Camille. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Elle resta immobile une seconde. Puis elle sourit légèrement, comme si elle cherchait déjà la sortie la plus élégante possible. Mais je touchai l'écran une seconde fois. Une autre vidéo. Cette fois, une conversation audio enregistrée quelques jours plus tôt. La voix de Camille résonna dans la pièce. Il est tellement prévisible. Les hommes riches ont tous le même défaut. Ils pensent que l'argent les rend intelligents. Une voix masculine répondit, lointaine. Et sa femme? Camille eut un petit rire. Une jardinière, elle ne comprend rien à tout ça. Marc me regarda. Ses yeux cherchaient quelque chose entre la colère et la panique. Je restai calme. Puis la porte du bureau s'ouvrit. 2 hommes entrèrent. Costumes sobres, dossiers à la main. L'un d'eux parla calmement. Police économique. La pièce sembla soudain plus étroite. L'agent regarda Camille. Mademoiselle Camille Renaud, ou devrions-nous dire Elena Kovacs? Camille ne répondit pas. Il sortit les menottes. Marc se leva brutalement. « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Mais déjà les poignets de Camille se refermaient dans le métal froid, et pour la première fois depuis très longtemps. Le monde parfaitement ordonné de Marc venait de commencer à s'effondrer. Le bruit des menottes fut sec. Un petit claquement métallique qui, dans la pièce silencieuse du notaire, résonna comme la chute d'un verre très fragile. Marc resta debout, figé. Ses yeux passaient de Camille au policier, puis vers moi, comme s'il cherchait encore l'explication logique que son esprit refusait d'abandonner. « Attendez, dit-il. » Sa voix n'était plus celle de l'homme sûr de lui que j'avais connu toute ma vie. Elle tremblait légèrement, comme un fil qu'on aurait trop tiré. Camille, elle, gardait une étrange immobilité. Les escrocs expérimentés possèdent souvent ce calme particulier. Ils savent que la panique n'achète jamais du temps. L'agent de la brigade financière sortit un dossier. « Mademoiselle Kovacs, vous êtes recherchée dans plusieurs pays européens pour escroquerie organisée, fraude financière et manipulation patrimoniale. » Camille eut un petit sourire fatigué. « Vous faites erreur. » L'autre policier posa doucement une main sur son épaule. « Nous ne pensons pas. » Marc tourna brusquement vers elle. « Camille, qu'est-ce qu'il raconte ?» Elle ne répondit pas. C'est alors que je vis quelque chose que je n'avais jamais vu chez mon mari. La peur. Pas une grande peur spectaculaire. Non, une peur plus intime. La peur des hommes qui comprennent soudain qu'ils ont été dupés. « Camille, répéta-t-il. » Mais les policiers l'emmenaient déjà vers la porte. Avant de sortir, elle tourna légèrement la tête vers lui. Son regard était parfaitement neutre. Pas de haine, pas de regret. Juste l'indifférence professionnelle d'une personne qui a terminé un travail. La porte se referma. Le silence retomba dans le bureau. Marc resta debout quelques secondes, les mains posées sur la table, respirant comme s'il avait couru. Puis il se tourna vers Maître Durand. « Tout cela est absurde, dit-il. » Le notaire ne répondit pas immédiatement. Il ajusta simplement ses lunettes, ouvrit un dossier et parla avec cette politesse administrative qui peut parfois être plus brutale qu'un reproche. « Monsieur Marc Delcourt, il y a encore un point que vous devez comprendre. » Marc se redressa. « Lequel ?» Maître Durand tourna quelques pages. « Concernant le domaine. » Marc hocha la tête avec impatience. « Oui, bien sûr. Le partage. » Le notaire leva les yeux. « Il n'y aura pas de partage. » Le silence revint, plus lourd encore. Marc cligna des yeux. « Comment ça ?» Maître Durand poussa doucement un document vers lui. « Comme vous l'avez signé il y a quelques semaines, la propriété du domaine a été transférée à vos enfants sous forme de nue propriété. » Marc resta immobile. « Et ?» Le notaire poursuivit calmement. « Madame Isabelle conserve l'usufruit. » Marc fronça les sourcils. Il comprenait les mots, mais pas encore leur poids. Alors Maître Durand dit simplement « Cela signifie que vous n'êtes plus propriétaire de quoi que ce soit ici. » La phrase tomba avec une précision chirurgicale. Marc blêmit. « Ce n'est pas possible. » Je restais silencieuse. Le notaire continua. « Vous avez signé vous-même ce document. » Il tourna la page. La signature de Marc apparaissait, nette, indiscutable. Marc se mit à rire nerveusement. « Non, attendez. C'était une assurance. Isabelle m'a dit. » Il se tourna vers moi. Ses yeux cherchaient maintenant une complicité qui n'existait plus. « Isabelle ?» Je le regardais simplement. « Tu te souviens ?» Il secoua la tête. « Non, non, c'est pas. » Mais Maître Durand referma le dossier. « Juridiquement, monsieur, la situation est très claire. » Marc resta là,
debout, au milieu de la pièce. Quelques minutes plus tôt, il croyait repartir avec la moitié du domaine. Maintenant, il comprenait peu à peu 3 choses. Sa maîtresse était une escroc, son argent avait disparu. Et la maison dans laquelle il vivait depuis 25 ans ne lui appartenait plus. Pour la première fois, ses chaussures parfaitement cirées semblaient déplacées dans cette pièce, comme si le sol lui-même refusait désormais de le reconnaître. Marc resta debout longtemps, plus longtemps que ce que la politesse exige normalement dans un bureau de notaire. Mais personne ne dit rien. Dans certaines situations, même les professionnels du droit savent reconnaître le moment précis où un homme découvre la réalité de sa propre chute. Son regard errait entre les documents, la porte par laquelle Camille venait d'être emmenée, et enfin moi. Il avait toujours été un homme élégant dans la défaite des autres. Mais la sienne semblait lui appartenir trop brutalement. « Isabelle, dit-il enfin. » Je relevai les yeux. Sa voix n'avait plus rien de cette assurance froide qui, pendant des années, avait rempli les pièces avant même qu'il n'y entre. « Tu savais. » Ce n'était pas une question. Je réfléchis une seconde avant de répondre. « Depuis le parking du centre commercial. » Il cligna des yeux. « Le parking ?» Je ne développais pas. Marc passa une main sur son front. Le geste était lent, presque fatigué. « Donc, tout ça, » dit-il en désignant vaguement la table, les dossiers, la chaise vide où Camille était assise quelques minutes plus tôt. Je répondis simplement « Oui ». Le silence retomba. Je pouvais voir son esprit courir dans tous les sens, comme un homme enfermé dans une pièce dont les murs se rapprochent lentement. Il pensait sans doute à l'argent, au virement, aux promesses de Camille, au projet qu'il croyait déjà tenir dans ses mains. Tout cela venait de disparaître. Maître Durand se leva discrètement. « Je vais vous laisser quelques minutes. » La porte se referma derrière lui. Marc resta debout, les mains posées sur la table de bois sombre. Son reflet dans la vitre semblait soudain pluvieux. « Elle m'a tout pris, » murmura-t-il. Je répondis doucement « Non. » Il leva les yeux vers moi. « Elle a pris ce que tu lui as donné. » La phrase sembla le frapper plus violemment qu'un reproche. Il s'assit lentement. Ses chaussures impeccables brillaient encore, mais l'homme qui les portait avait perdu quelque chose d'essentiel, cette illusion de contrôle qui faisait toute sa posture. « Et la maison, » dit-il. Je crois que ce fut la partie la plus difficile pour lui à accepter. « Je ne peux vraiment rien réclamer ?» Je secouai légèrement la tête. « Non. » Il ferma les yeux un instant, puis il eut un rire bref, un rire sec, presque incrédule. « 25 ans ?» Je ne répondis pas. Marc ouvrit enfin les yeux et me regarda vraiment. Peut-être pour la première fois depuis longtemps. Il observa mes mains. La terre était encore visible dans les plis de ma peau, ces mêmes mains qu'il avait tant de fois regardées avec une sorte de condescendance amusée. « Toute ta vie, dans ce jardin ?» Je répondis calmement. « Oui. » Je pris mon manteau posé sur le dossier de la chaise, puis je me levai. Marc semblait encore chercher une issue, une phrase, un arrangement tardif qui pourrait réparer quelque chose. « Isabelle. » Je me tournai vers lui. Pendant un instant, je revis l'homme qu'il avait été autrefois. Le jeune avocat ambitieux, charmant, celui qui avait promis d'aimer ce domaine autant que moi. Mais ce souvenir appartenait à une autre saison. Je sortis un petit objet de mon sac, les clés de la voiture, sa voiture. Je les posai sur la table devant lui. Le métal tinta doucement contre le bois. Marc les regarda comme si elles étaient soudain devenues très lourdes. Je parlais alors calmement. « Il te reste ça. » Il leva les yeux vers moi. Je poursuivis. « C'est la seule chose encore à ton nom. » Un silence passa entre nous. Puis j'ajoutai la phrase que je gardais en moi depuis longtemps. « Tu méprisais la terre sur mes mains. » Marc ne bougea pas. Je le regardai une dernière fois. Pourtant, c'est cette terre qui a nourri cette famille pendant 25 ans. Je pris mon sac. Puis je terminai doucement. « Et toi, Marc, tu n'étais qu'une poussière brillante sur des chaussures vides. » Je me dirigeai vers la porte. Avant de sortir, je dis simplement « J'espère que ta voiture a encore assez d'essence pour que tu trouves un endroit où dormir ce soir. » Puis je quittai la pièce. Et derrière moi, pour la première fois de sa vie, Marc Delcourt resta seul. Le lendemain matin, le domaine semblait plus silencieux que d'habitude. Pas un silence lourd, un silence clair. Celui qui suit les tempêtes quand l'air redevient respirable.
Je marchais lentement dans le jardin, une paire de sécateurs dans la main. La rosée brillait encore sur les feuilles, et les allées de gravier gardaient les traces humides de la nuit. Le vieux mur de pierre retenait la chaleur du soleil qui commençait à apparaître. Pendant 25 ans, ce jardin avait été mon refuge. Marc disait souvent que je m'y cachais, que je refusais le monde moderne, les investissements, les chiffres qui décidaient, selon lui, de la valeur des choses. Peut-être avait-il raison sur un point. La terre enseigne un rythme différent. Elle vous apprend que certaines choses doivent mourir pour que d'autres puissent pousser. Je m'arrêtais devant le rosier ancien près du portail. C'était un rosier capricieux, presque sauvage, que mon père avait planté le jour où j'avais quitté la maison familiale. Chaque année, il fleurissait un peu plus tard que les autres. Je coupais une rose. Les pétales étaient d'un rose profond, presque velouté. Je traversais ensuite l'allée jusqu'au portail. Vincent était là, comme presque tous les matins, dans sa petite cabine près de l'entrée du centre commercial voisin. Il lisait un journal, les lunettes glissées au bout du nez. Quand il me vit approcher, il se leva aussitôt. « Madame Isabelle », je lui tendis la rose. « Pour vous ». Il la prit avec un étonnement presque enfantin. « Elle est magnifique ». Je souris. « Elle a poussé toute seule ». Vincent regarda la fleur, puis leva les yeux vers le domaine derrière moi. « Tout va bien ?» Je réfléchis une seconde. Puis je répondis simplement « Oui ». Il hocha la tête comme s'il comprenait plus que mes mots. Le vent passa doucement dans les arbres. Je restai quelques minutes encore devant le portail, observant les rosiers, la façade de la maison, les fenêtres qui reflétaient la lumière du matin. Pour la première fois depuis longtemps, je ne sentais plus cette tension sourde dans l'air. Le domaine respirait à nouveau. Les enfants avaient appelé la veille. Ils savaient tout maintenant. Leur inquiétude s'était transformée en un silence respectueux, comme s'ils comprenaient que certaines batailles appartiennent à ceux qui les ont vécues. Je retournai lentement vers le jardin. La terre était humide sous mes bottes. Je m'agenouillais près d'un jeune rosier que j'avais planté au printemps. Ses racines s'étaient enfin installées. Une nouvelle pousse apparaissait déjà. Je passais la main dans la terre sombre, la même terre que Marc méprisait. Je murmurais presque pour moi-même. Tu méprisais la boue sur mes mains. Le vent fit frissonner les feuilles. Je continuais doucement. Pourtant, c'est elle qui t'a nourri pendant 25 ans. Je restais là un moment. Puis je relevai la tête vers la maison. La lumière du soleil glissait sur les fenêtres anciennes, sur les pierres, sur les allées que j'avais parcourues toute ma vie. Certaines personnes pensent que l'intelligence se mesure à la taille d'un bureau ou au prix d'un costume. Mais la vie m'avait appris autre chose. La vraie intelligence se cache souvent dans les gestes simples. Observer, attendre, comprendre les racines invisibles des choses. Je coupais une dernière branche morte et la déposais sur le tas de compost. Dans quelques mois, elle redeviendrait de la terre, et cette terre nourrirait d'autres fleurs. Je me relevais lentement. Le jardin devant moi était vaste, lumineux, plein de promesses. Un nouveau printemps commencerait bientôt. Et pour la première fois depuis 25 ans, il serait entièrement à moi. Il y a quelque chose que cette histoire m'a appris et que j'aimerais vous confier. Pendant longtemps, j'ai cru que la force se voyait, dans la voix assurée de ceux qui parlent fort, dans les costumes impeccables, dans les chiffres qui impressionnent les autres autour d'une table. Mais avec les années, j'ai compris que la véritable force ressemble beaucoup plus à la terre d'un jardin. Elle est discrète, silencieuse. Et pourtant, tout pousse grâce à elle. On peut mépriser la terre parce qu'elle salit les mains. On peut croire qu'elle ne vaut rien parce qu'elle n'a pas l'éclat des choses brillantes. Mais au fond, tout ce qui nourrit la vie vient d'elle. Dans la vie aussi, il y a des personnes que l'on sous-estime, des femmes qui écoutent plus qu'elles ne parlent, des mères, des épouses, des grands-mères qui semblent vivre tranquillement dans l'ombre pendant que d'autres occupent la lumière. Et puis un jour, la vérité apparaît. Non pas avec des cris, mais avec une lucidité calme. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une trahison ou d'un mariage qui se termine. C'est aussi l'histoire d'une femme qui a compris que la patience peut être une forme de puissance, que l'observation vaut parfois mieux que la confrontation, et que la dignité silencieuse peut devenir une force redoutable.
Alors je vous pose une question. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un? Avez-vous déjà senti que les autres ne voyaient pas vraiment votre valeur, simplement parce que vous restiez discret, calme ou fidèle à vos propres principes? Et si vous êtes une femme qui a consacré sa vie à sa famille, à sa maison, à son jardin ou à ses enfants, avez-vous déjà eu le sentiment que tout cela était invisible aux yeux de ceux qui en profitaient? Si cette histoire vous parle, j'aimerais vraiment lire la vôtre. Parce que derrière chaque vie apparemment ordinaire se cache souvent un courage que personne ne soupçonne. Alors dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous affronté la situation immédiatement ou auriez-vous, vous aussi, laissé le temps révéler la vérité? Partagez votre histoire. Peut-être qu'en la racontant, vous aiderez quelqu'un d'autre à comprendre que la patience, la lucidité et la dignité peuvent parfois changer tout un destin. We'll see, but I've got to work out what's going on. I'm done. Okay. Work. We're doing bowling and darts after work on Thursday, and I have a date this weekend. Cute, Hope. That's fun. Wait, let me see everyone's followage. Vish, yours is 6 months. Vish, I feel like you've been here forever. 9 months. Oh my God, Kate, we have a baby. A baby. 8 months, Dry. Kate, 5 months. Oh my God, almost 6 months, Kate. That is crazy. Thanks, Han. Shout out, Han. Okay, we got to do some work. I got to start my day. Oh, I'm spiraling about these plans being plagued again now. Okay, love you guys. Oh, I haven't checked if that camera's working. Oops. Come on. Should we change the playlist to something a little bit more mellow? I want to work. Me neither, babe. Me neither. I'm Nate! This is a really good song, but it's not really a co-working playlist. Guys, I've kind of abandoned the co-working playlist a little bit. No. No. Stop it. Stop. I'm trying to stop you from playing. I'll see how this treats us for the day. Good song to start on though, right? Guys, I'm seeing Paul Simon next month. I'm seeing Paul Simon in like a month and a week and a bit. We should probably book that, hey. Amanda's not here.